Bonjour à tous, bienvenue à vous qui avez choisi de participer à cette table ronde. Comment impliquer les citoyens dans la décision publique? C'est une question, je crois, qui se pose avec une acuité particulière, alors que la participation aux dernières élections locales s'est avérée extrêmement faible. Donc la question se pose, est-ce que la démocratie électorale est en crise? C'est une question ancienne. Cette question de la démocratie se posait déjà chez les Grecs, quand les citoyens discutaient sur l'agora. Ça s'est posé aussi avec beaucoup d'acuité en France, au moment de la Révolution française, avec les fameux cahiers de doléances. Et puis, j'ai un souvenir aussi sur mai 68, quand même, où l'interrogation par rapport à l'élection, qui était posée avec une certaine radicalité, avec le slogan « L'élection, piège à con ». Et puis tout récemment, la question des bonnets rouges, la question des gilets jaunes, n'a pas manqué de réinterroger cette question démocratique, et le débat sur la démocratie représentative a été lancé. Ça a donné lieu d'ailleurs à deux instances particulières, le grand débat national et puis la Convention citoyenne pour le climat, dont nous serons amenés à rediscuter avec Thierry Pech. Alors, nous savons que la démocratie n'est jamais définitivement acquise et qu'elle se métamorphose. Il est quand même très heureux, je pensais à ça, qu'on puisse débattre de cette façon à Lyon, aujourd'hui, en France. Je crois que si nous étions à Khartoum, à Kaboul ou à Damas, évidemment, la question ne se poserait pas. Donc, merci à ce pays, merci à la République de nous permettre de nous interroger sur ces questions tout à fait fondamentales du vivre ensemble. Donc, crise de la démocratie électorale, mais aussi apparition de nouvelles modalités démocratiques, comme la Convention citoyenne pour le climat, les assemblées citoyennes en Irlande, les référendums d'initiative locale, les conseils de quartier, les budgets participatifs, autant de nouvelles formes de participation des citoyens à la décision publique que nous allons être amenés à aborder et à interroger. Alors ces nouvelles modalités montrent qu'il y a toujours une implication réelle des citoyens par rapport à la décision publique et par rapport au débat public, renouvelée certainement par le numérique. Alors c'est une des questions que je trouve intéressante. On peut se demander dans quelle mesure le numérique permet, grâce aux possibilités qu'il offre de consultation très larges, très rapide, comment est-ce que le numérique permet, au fond, de renouveler ce débat public? Je pense qu'on sera peut-être amené à aborder cette question. Pour traiter cette problématique, je suis heureux de présenter donc nos intervenants du jour. Antoinette Beaujard, qui est à côté de moi, qui est professeure de sciences économiques à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne, qui est aussi membre du GATE, on dit le GATE ou le GATE? Le GATE, à Lyon. Et vos travaux portent en particulier sur les jugements de valeur, spécifiquement sur l'évaluation des politiques publiques, des modes de scrutin et des procédures de délibération. On va vous donner la parole très, très rapidement. Pierre Housset, qui est directeur de la prospective et du dialogue public, donc à la métropole de Lyon, qu'on appelle le Grand Lyon, c'est ça? Et vous apporterez un témoignage que je trouve tout à fait intéressant sur comment on pratique finalement toutes ces dimensions d'une démocratie locale, participative, délibérative. Ensuite, Bénédicte Apouet, qui est chercheuse, vous êtes à PSE, ce qu'on appelle en français l'École d'économie de Paris, et au CNRS, et vous fait partie du groupe de chercheurs qui a observé la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, vous serez amené à nous parler de ce travail et, entre autres, vous interroger la question de la représentativité. Et puis, Thierry Pech. Thierry Pech, vous êtes directeur général du think tank bien connu Terra Nova. Et de 2019 à 2021, vous avez présidé le comité de gouvernance de la Commission citoyenne pour le climat, aux côtés de Laurence Tubiana. Et vous avez publié récemment un livre que je recommande chaudement. Je vais le sortir. Donc, dont je vous recommande la lecture, qui s'appelle « Le Parlement des citoyens ». Voilà, on le reconnaît facilement, il est rouge, dans les librairies, ça se trouve très bien. Et ça coûte la modique somme de 11,80 €, ça vaut pas la peine de s'en passer, car je trouve que ça nourrit très très bien le débat actuel
Vous nous en reparlerez peut-être un peu. Enfin, je vous ai déjà fait de la publicité pour ce bouquin passionnant. Donc, vous serez amené à nous parler de cette expérience forte et novatrice donc, de cette convention. Je vous rappelle que vous avez tous la possibilité de poser des questions en fonction du dispositif qui s'affiche ici. Ce n'est pas un numéro de télé, c'est pas un numéro de SMS, mais c'est un autre système. Ces questions vont arriver sur cette tablette et je me ferai un plaisir de les poser à nos intervenants. Vous verrez que c'est une pratique très démocratique et très numérique. Pour commencer, donc, je propose donc d'interroger Antoinette Beaujard sur un certain nombre de points. Et finalement, ma première question, elle est assez simple. Peut-on dire que la démocratie électorale est en crise ? Bien, oui, il y a certainement un problème de représentation des citoyens dans les élections. Vous avez parlé tout à l'heure de la participation électorale qui est faible, d'une non-participation qui devient pour certains la norme. On peut aussi parler du problème des non-inscrits, puisque le nombre des non-inscrits est très fort. Et je pense qu'on ne peut pas nier que la diversité de la société est finalement assez mal représentée parmi les élus, y compris dans les assemblées qu'on appelle pourtant représentatives. Donc on a des difficultés aussi qui sont associées même au mode de scrutin lui-même. Quand on met un nom dans l'urne, on en met un seul et tous les 5 ans, c'est une implication assez minimale des citoyens dans les décisions qui vont les concerner. Et on en a parlé au GECO l'an dernier, c'est une expression qui est même parfois assez distordue du point de vue des citoyens. Alors je crois que ce sont des difficultés qui plus généralement relèvent de la démocratie représentative. On observe une absence de confiance envers les décideurs, envers les élus, envers même les candidats, parce que finalement, ils portent des projets qui sont parfois jugés assez lointains de la préoccupation des différents citoyens. Je crois que l'émergence des différentes extrêmes n'épuise pas tout à fait l'ensemble des sujets que les citoyens voudraient voir traités. J'ai été impressionnée par les résultats d'une étude de l'ONG Havas qui a été sortie en septembre dernier sur 10 000 jeunes dans 10 pays, y compris la France. Les 3/4 des jeunes considèrent l'avenir effrayant. 65% des sondés estiment que les gouvernements manquent à leurs devoirs. 75% jugent qu'ils mentent. 58% se sentent trahis. Et donc la plupart n'ont pas l'impression d'être protégés par ces gouvernements qui sont pourtant élus. Donc est-ce qu'on doit faire confiance dans ces élus? Est-ce qu'on doit voter? Peut-être qu'un certain nombre de jeunes s'interrogent. Alors je crois qu'on pourrait dire oui, mais au cours des campagnes électorales, ils se sont exprimés, ils ont donné leur point de vue, ils ont donné des raisons, mais c'est vrai qu'à force de promesses enjolivées, d'irresponsables, de mensonges, c'est vrai que la défiance peut s'installer et assez durablement si l'histoire se répète trop. Donc ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai l'impression que les citoyens ont envie de vérifier par eux-mêmes avant d'accepter n'importe quelle décision des élus. Alors pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que s'il y a un problème, c'est surtout un problème de légitimité. C'est-à-dire que si je parle de légitimité du décideur ou des décisions qui sont prises par ces décideurs, ça repose sur le fait que les citoyens consentent, sont a priori d'accord de consentir leur pouvoir à ces décideurs, y compris même quand les décisions ne seraient pas d'emblée complètement favorables à leur situation personnelle. Donc ils consentent à accepter, à reconnaître que l'autre a raison d'avoir ce pouvoir. Or, pourquoi est-ce qu'ils devraient y consentir? Parce que, par exemple, ils ont participé à une élection et ils en ont accepté les règles du jeu, mais là, ils participent moins à l'élection. Et en ce sens, le vote était une source de légitimité très forte des décisions qui étaient prises par les élus. Et ces élus pouvaient, grâce à cela, bénéficier d'une sorte de blanc-seing, et leurs décisions étaient mécaniquement légitimes. Et je pense que c'est justement ça qu'aujourd'hui, par la faible participation, par la défiance de cette classe-là, des représentants, ces blancs-seings, ils sont pas évidents, ils sont aujourd'hui remis en cause. Donc ce qui est souvent interprété, la sous-participation, comme une espèce de désinvolture, un désintérêt pour la chose publique, moi je ne l'interprète pas comme ça. Je crois que c'est même pas le cas, je crois que c'est pas tout à fait ce qu'on constate. Je crois qu'on constate plutôt une diversification des formes d'implication collective qui n'ont plus tout à fait strictement à voir et exclusivement à voir avec le vote. On trouve aussi des gens qui participent aux consultations, mon voisin vous le dira. On trouve des gens qui participent et qui construisent des collectifs, qui vont dans des ZAD, qui s'expriment sur les réseaux sociaux.
Je parlais d'Avaz, il y a quand même 65 millions de membres dans cette association qui fait des pétitions en ligne. Donc, je pense qu'une interprétation, ce n'est pas l'absence d'intérêt pour la chose publique des citoyens ou l'absence de souhait de s'impliquer, c'est plutôt que cette défiance, elle s'adresse aux modalités anciennes du partage du pouvoir et de l'exclusive démocratie électorale et représentative. Donc il n'y a pas de blanc-seing sans problème de légitimité, ce qui suppose de remettre de l'implication du débat d'une autre manière. Donc plutôt que de parler, je ne parle pas de crise de la démocratie, en tout cas pas encore, mais d'une crise de légitimité de la démocratie électorale et qui fait qu'on a intérêt à repenser cette implication des citoyens par une nouvelle articulation des différentes modalités de la démocratie. Oui, alors donc, sans parler de crise de la démocratie, on parle de la crise de la démocratie électorale, mais quelles sont les nouvelles modalités qu'on peut imaginer ou à l'œuvre actuellement pour mieux comprendre, pour davantage impliquer les citoyens dans la décision publique? Alors, il y a une forme de démocratie participative. Je reprends ici une définition de Loïc Blondiot. C'est l'ensemble des dispositifs, des politiques, des démarches qui visent à associer les citoyens au processus de décision publique. Alors, c'est assez général. Ça peut être plus ou moins direct, ça peut être plus ou moins inclusif, plus ou moins structuré. Mais grosso modo, ça vise à réinstaurer, réintégrer un peu de légitimité, d'efficacité dans l'action publique. Alors, les outils typiques de la démocratie participative, ce seraient par exemple les conseils de quartier ou le budget participatif, où là, on va mettre en évidence ce qui sera le plus important, c'est le dispositif de participation. On va essayer d'offrir à un maximum de personnes la possibilité de construire, enfin en tout cas de décider ensemble. Et puis surtout, c'est une contribution à la décision directement. Donc c'est la décision qui est ici au centre. Alors il y a d'autres modalités, Il y a d'autres modalités qui est la démocratie délibérative, alors qui est dans le même ordre d'idées. On parle aussi d'implication du citoyen, mais là, sur ce quoi on va d'abord insister, c'est sur la discussion publique, sur l'implication dans le débat. Et finalement, ce qui comptera plus, c'est la formation de l'opinion. C'est la dynamique des points de vue qui va être menée, parce qu'on va permettre aux membres de l'Assemblée délibérative de pouvoir exprimer publiquement des idées, des arguments, des raisons, et on va finalement, par cette discussion publique, amener à une dynamique des points de vue de chacun. Donc là, l'exemple typique, c'est la Convention citoyenne pour le climat, qui est une assemblée délibérative, et là où on voit bien à quel point les arguments, les raisons ont été bien publiés. Donc en résumé, on a des modes assez différents d'implication possibles. On a l'habitude de caricaturer la participation plutôt comme ayant pour objectif directement la décision avec une autorisation, entre guillemets, de favoriser le plus grand nombre à participer. Puis de l'autre côté, l'Assemblée délibérative, où là, l'objectif, c'est plutôt justement la discussion, la formation de l'opinion, et souvent à des échelles qui peuvent être un petit peu moins importantes. Oui, il y a quand même une question qui se pose en termes de légitimité. Est-ce qu'on peut considérer que la démocratie électorale serait plus légitime que cette forme de démocratie délibérative? Alors, ce qu'on a noté tout à l'heure, c'est que le vote ne représentait pas tous les citoyens, et si la participation, elle cherche à faire attention à la représentativité, si elle cherche à faire attention au nombre de personnes impliquées, on peut imaginer qu'a priori, ça devrait être une amélioration en termes de légitimité. On a dit aussi que la démocratie délibérative, elle venait de travailler sur la dynamique des opinions pour essayer d'intégrer les raisons des autres dans son point de vue. Et en ce sens-là, lorsque je parlais de légitimité en disant il faut être capable d'accepter même des décisions qui ne sont pas d'emblée favorables, ça pourrait être aussi plutôt un meilleur candidat à la légitimité. Maintenant, je ne crois pas qu'on puisse parler d'un processus unique de délibération de participation qui soit toujours plus légitime. Je crois que ça va dépendre des dispositifs choisis, ça va dépendre des contextes, parce que je pense qu'il peut y avoir des délibérations ratées, et il peut y en avoir d'autres qui sont réussies, donc c'est plutôt la confrontation à un idéal qui nous permettra de répondre à cette question-là. Alors, selon vous, quel serait le modèle idéal, justement? Quel serait le modèle de modalité démocratique qui serait enviable? Alors, en tout cas, moi, s'il y a quelqu'un qui m'explique quel est le mode de délibération démocratique ou le mode de scrutin parfait et idéal, je me méfierais.
enfin, j'espère que vous aussi, c'est même tout l'intérêt de la délibération, c'est de décider de façon autonome ce qui serait plutôt plus satisfaisant. Et donc, en fait, c'est même l'objectif de cette session, hein, c'est que l'idée, c'est quand même de voir, d'alerter quand et pourquoi certains idéaux ne sont pas toujours remplis, y compris dans des modalités où on essaye de faire attention à un certain nombre de valeurs. Donc, par contre, ce que je peux faire, c'est vous parler de cet idéal. Après, savoir si c'est rempli, c'est à vérifier. Parlez-nous de cet idéal. Oui. Alors, on peut chercher dans les dispositifs de participation ou de délibération, je ferai la distinction au fur et à mesure, des conséquences qu'on valorise, non pas pour eux-mêmes, mais parce que ça nous permet d'arriver à des états, des conséquences plus souhaitables. Alors, par exemple, un des éléments importants de la délibération, où on peut venir s'exprimer, ça va être de pouvoir exposer des raisons. Et donc, lorsqu'on fait participer plus de gens, on va accroître la justification épistémique des différentes décisions, parce qu'on va accroître la qualité et la quantité d'informations qui est partagée. C'est-à-dire qu'on peut prendre d'excellentes décisions sur la base d'analyses scientifiques dans des bureaux, dans des tours d'ivoire, mais parfois aller demander aux citoyens qui sont concernés par les décisions si oui ou non ils restent se casser la figure dans des systèmes piétons où on ne voit pas les marches, bah, ça compte aussi, et parfois ce sont des informations absolument essentielles. Donc ça suppose évidemment, pour que ça marche, que les informations, elles soient sincèrement, justement exprimées dans la délibération. Et ça, faut s'en méfier, parce que c'est pas du tout évident que dans toutes les délibérations, on soit toujours en mesure de s'assurer que toutes les informations échangées sont fondées. Elles ne sont pas mensongères ou stratégiques ou manipulées pour pouvoir emporter l'adhésion. Donc c'est quand même un premier point de vigilance auquel il faut faire attention. Mais donc une première valeur, hein, c'est la justification épistémique, on acquiert de l'information. La deuxième, c'est que on implique la décision, on implique le citoyen dans la décision, et c'est surtout vrai évidemment de la participation. En impliquant le citoyen dans la décision, on peut accroître, on peut en tout cas espérer qu'il soit plus favorable à la décision, quand bien même il n'en est pas. Quand bien même il n'en est pas d'accord personnellement, même s'il n'est pas favorable, en tout cas, on va pouvoir espérer accroître cette légitimité. Je crois que Pierre Rousset aussi reviendra sur ce second plan de vigilance. Il y a une troisième valeur que l'on peut rechercher dans ces dispositifs, c'est que, alors dans la délibération, pas dans les dispositifs participatifs, on attend des membres de l'Assemblée d'exposer leurs raisons. Et on va donc entendre les raisons des autres. Et au fur et à mesure que je vais entendre les raisons des autres, je vais acquérir des informations, des choses que je n'avais pas en tête. Je vais me rendre compte de ce que c'est qu'être une femme dans le métro, et je vais comprendre pourquoi est-ce que certaines ne le prendront pas. Et peut-être que je vais changer mon opinion. Et on pourra peut-être espérer faire évoluer les points de vue en direction dans une certaine idée du bien commun. Donc il y a une certaine dynamique des opinions qui est attendue. Une quatrième valeur qui serait que cette dynamique des points de vue, on peut espérer que ces opinions permettent d'arriver finalement à une décision, en tout cas un avis qui soit plus proche du bien commun, hein, comme je viens de le dire. Mais avant même de savoir si cet avis est effectivement éclairé, hein, ça dépendra des conditions de cette délibération, il faut aussi s'interroger sur la responsabilité d'arriver directement à la décision qui sera prise ensuite par les pouvoirs publics. Et je crois que Thierry Pêche reviendrait un petit peu sur cette ambiguïté du mandat qui est donné aux assemblées délibératives. Au-delà de ça, je voudrais insister aussi sur deux types de valeurs intrinsèques de la délibération qu'on va chercher pour elle-même. Le premier, quand on fait délibérer des agents, c'est parce qu'on veut leur donner une valeur, on veut donner une valeur à leur voix, et on veut leur exprimer l'importance qu'on leur accorde. Et effectivement, dans une démocratie, si on n'exprime pas l'importance accordée à la voix de chaque personne, je pense qu'on aurait raté quelque chose. Et là, c'est une façon de pouvoir le faire de façon symbolique, de façon très nette. Et donc, une des valeurs, c'est la procédure telle qu'elle est mise en œuvre.
Et puis juste un dernier point qui est essentiel, c'est que dans tous ces dispositifs, ce qu'on cherche avant tout, c'est le statut égalitaire des différents citoyens impliqués. Et statut égalitaire, il n'a rien d'évident puisque nous vivons dans une société inégalitaire. Donc ce qu'on a envie, c'est de créer de l'inégalité là où a priori il n'y en a pas. Or, ce n'est pas une évidence de réussir à construire cela. Si je mets une moustache, une cravate et que je parle avec assurance, vous m'écouterez probablement beaucoup plus que si je me sens très mal à l'aise dans un hémicycle. Je crois que ça ne dépendra pas de la pertinence de ce que j'ai à dire. Peut-être que selon les personnes qui sont autour de moi et qui vont m'intimider, j'oserais dire certaines choses ou je n'oserais pas. Je vais peut-être balbutier. Je vais peut-être choisir d'intervenir, de venir dans la délibération ou pas. Je vais peut-être censurer certains points de vue. Et en ce sens, en fait, l'inégalité, elle peut être reproduite, voire accrue au sein des assemblées délibératives. Et cette question-là est absolument essentielle. Je crois que c'est un des éléments que Bénédicte Apoué va reprendre. Donc, tous ces idéaux, ils sont donc l'autonomie, l'égalité, les informations qui sont plus importantes, le fait de prendre en compte une idée plus générale du bien commun, ça ce sont les idéaux qu'on cherche, mais comme vous avez pu le remarquer, ce dont je suis moi convaincue, c'est que c'est finalement les modalités très précises, les modalités physiques de l'interaction qui va être mise en œuvre dans ces processus démocratiques qui vont être en fait les conditions de réussite de ces projets-là. En tout cas, c'est là-dessus qu'il faudrait réfléchir. Merci beaucoup. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire, vous procurer cet ouvrage « Welfare Theory, Public Action and Ethical Values ». C'est très universitaire. Voilà, c'est exigeant, c'est intéressant, ça se trouve à Cambridge University Press. Donc, maintenant, je vous propose de donner la parole à Pierre Rousset pour voir concrètement, et dans la mise en œuvre d'une très grande collectivité territoriale, comment les choses fonctionnent. La parole est à vous. Merci. Alors, donc bonjour à tous. Donc, ça va être le seul PowerPoint, hein, vous avez de la chance. Il n'y en aura qu'un. Donc je me présente, moi je suis un praticien en fait, hein, donc je ne suis pas du tout universitaire ni rien. Et donc l'idée de mon propos, c'est de partager avec vous, par le biais d'un retour d'expérience un petit peu terrain sur maintenant de plus de 2 décennies, on va dire, la question qui est posée dans cette table ronde, mais sous le point de vue d'une collectivité locale. Alors, ce que je vais dire, effectivement, est très nourri par mes responsabilités au Grand Lyon, mais il se nourrit aussi d'autres expériences dans d'autres collectivités locales, d'échanges avec d'autres professionnels, et on peut assez facilement partager ce diagnostic pour ces propositions avec d'autres types de territoires. Peut-être pas au niveau de l'État, j'y reviendrai. Donc, je vais vraiment parler d'un cadre spécifique. Et ce cadre spécifique est important parce que qui dit collectivité locale dit une forme de proximité entre les élus et leur population. Alors, c'est vrai, c'est peut-être moins vrai à l'échelle du Grand Lyon. Par contre, c'est très vrai à l'échelle d'une commune. Surtout si la commune est petite. Pour autant, même des petites communes cherchent à impliquer leurs citoyens. Donc la question à comment impliquer les citoyens, j'ai envie de dire, ça va être déjà pourquoi on le fait. Deux éléments aussi préalables que je tiens à préciser. Le premier truc, c'est de dire, déjà au niveau du Grand Lyon, on parle très peu de démocratie participative. Moi, j'attaque mon 3e mandat à peu près, hein, sur 3e mandature, pardon, je suis pas élu. Et en fait, on parle plutôt de participation citoyenne. La démocratie participative, c'est pas le vocabulaire. On utilise peu ce mot-là. Alors parfois il est échappé, mais c'est vrai qu'on parle plutôt de participation citoyenne, parce que la question aussi de l'environnement démocratique, il est aussi incarné par les élus. Et dire à un maire que quelque part une assemblée citoyenne est plus démocratique que lui, ça pose toujours des problèmes. Donc la démocratie, c'est bien cet ensemble qui va brasser différentes dimensions. Ça, c'est le premier point. Et puis deuxième point, et donc ça c'est la suite de la première idée, c'est la vraie question, c'est quand on est élu, qu'on s'est tapé une campagne, une élection, qu'on a fait un programme, pourquoi aller chercher, alors qu'on n'a que 6 ans pour agir, pourquoi aller chercher le citoyen, alors qu'on a été élu, qu'on a une l'onction du suffrage, etc. Donc ça m'amène sur ma première proposition, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut faire participer les citoyens. Alors, je suis désolé, c'est un petit peu dense, mais moi, ce qui me semble intéressant, c'est de se poser les objectifs, en fait. Quand vous êtes élu d'une collectivité locale, vous avez des chantiers, des politiques publiques à conduire. Sur certaines politiques publiques, d'ailleurs, vous n'êtes pas forcément le seul décisionnaire. Vous devez travailler avec l'État, avec d'autres niveaux de collectivité locale. Donc moi, je vais vous proposer quatre propositions
qui ne sont pas ordonnancées par ordre d'importance, elles se valent toutes, et elles se panachent. Donc on va dire que ça va donner une coloration. Donc imaginez une surface avec 4 points, et puis vous pouvez faire une étoile, il y en a qui sont plus ou moins ça, plus ou moins ça. Donc je vous propose un petit panorama avec des exemples concrets, des expériences concrètes. Le plus classique pour moi, alors je ne sais pas s'il y a un truc qui fait de la lumière. Voilà, ouais, il y a un laser. Donc le plus classique, il est ici, c'est améliorer les projets et les politiques publiques. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc là, vous avez la photo très classique ici, voilà, une réunion sur site, on fait un projet d'aménagement, il y a eu des réunions avec l'architecte, on va sur le terrain, là vous voyez qu'il y a une personne qui est en fauteuil. Donc là, c'est notre travail de base, souvent, faire participer, impliquer les citoyens, c'est leur dire, voilà, est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'on a pensé à tout? Est-ce que ça convient à vos attentes? Est-ce que ça circule bien pour les questions d'accessibilité, etc., etc. Donc, c'est cette volonté de dire, si je mets en débat et si j'implique le citoyen, alors je reviens sur cette notion de citoyen qui est super casse-gueule, mais j'aime bien, c'est pour ça que c'est bien. Donc pourquoi je vais chercher à l'impliquer? Déjà pour améliorer mes projets. Amener le petit regard par rapport, parfois, qui n'a pas survécu à une réunion avec un architecte démiurge me jettera la première pierre. Mais parfois, il y a des postures qui peuvent être assez raides, en fait. Et puis, ça peut avoir des côtés un peu bon sens ou des remises en question d'usage, de pratique. Par exemple, évoquer la question de la sécurité pour les femmes dans l'espace public. C'est vrai que parfois, s'il n'y a pas une interpellation directement de la part de la population, c'est un sujet qui peut être occulté. Et ça, c'est une réalité. Donc, il y a cette amélioration. Mais ce qui est intéressant, c'est que très vite... Ah, pardon, je me suis trompé de bouton. Voilà. C'est que très vite, on peut basculer ici. Encore une fois, il n'y a pas d'ordre. Hein. Tout se mélange, en fait. Hein. C'est-à-dire débattre des sujets de société. L'exemple classique, c'est le banc. Bonjour, on va faire un espace avec un banc. Et là, vous allez voir quelqu'un qui va arriver, qui va dire, ben non, moi je suis commerçant, j'ai pas envie d'avoir un banc, parce qu'il y a des jeunes qui vont venir voir des clodos, ils vont boire, ça va être sale, ils vont faire pipi, le matin ça va être dégueulasse devant mon commerce. Encore une fois, je vous parle d'expérience. Et à côté de ça, les personnes âgées qu'on aura vues vont dire, ben oui, mais moi je veux pouvoir m'asseoir dans cette fameuse rue marchande, etc. Et donc la question, dans l'argumentation entre les parties, ça va être, au nom de quoi je mets un banc ou pas? Au nom de qui? Pour qui? Et très vite, ça devient des questions d'usage de l'espace public. À quoi je dois dédier l'espace public? La fameuse place de stationnement. Est-ce que je dois mettre du stationnement ou pas? Pour qui? Les clients, etc. Et très vite, on part sur débattre des sujets de société. Là, je vous ai mis un petit truc, là, qui est en cours. Zone de faible émission. C'est-à-dire l'exclusion progressive des véhicules polluants. Actuellement, on a une concertation en cours là-dessus. Donc on est dans le cadre européen, on a un cadre national de mise en place, et il y a une volonté politique locale, puisque c'est des déclinaisons sur les territoires concernés par cette obligation de réduction des NOx notamment, émis par la circulation automobile et les diesels, de prendre des mesures. Je pourrais avoir une approche purement technique, législative. Tac, 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 tac. Là, autour de cette obligation technique législative, j'amène des questions de choix de société, des questions de qui a droit à des dérogations, c'est quoi le juste périmètre, jusqu'où je dois aller, etc. Et là, j'ai besoin d'avoir un débat de société. Au nom de quoi je le fais? C'est pas pour emmerder, il y a des problèmes de santé publique. Au nom de quoi? La santé publique, la circulation, la liberté d'aller et venir, de faire un rodéo au centre-ville. On peut se poser la question. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, débattre des sujets de société, ça peut aussi se déconnecter de la décision. C'est-à-dire qu'on est sur des sujets tellement complexes, tellement intriqués, qui vont tellement vite, qu'impliquer le citoyen, c'est aussi un moyen de le faire rentrer dans le débat des sujets de société pour comprendre la toile de fond des transformations, des défis auxquels la collectivité doit faire face et dont chacun doit s'approprier la toile de fond, comprendre, sans être forcément d'accord, le pourquoi du comment de la décision. Là, j'ai mis un petit encart. Alors, j'ai pas de logo, je suis désolé, parce que ça, on va l'attaquer en 2022, j'ai pas encore la charte graphique. Donc, la majorité actuelle donc, va passer en régie publique, donc va sortir du système de DSP sur l'eau potable. Et l'idée, c'est d'amorcer en 2022 une démarche de prospective participative, donc qui est éloignée de cette décision puisqu'elle est déjà prise, pour faire réfléchir collectivement, avec différents formats, il y aura du ciné, des débats, des trucs comme ça, pour réfléchir collectivement et rendre ça public sur c'est quoi les enjeux de l'eau demain, puisqu'on sait tous que c'est une source qui est en tension, il y a des enjeux sur la métropole objectifs, de croissance démographique, de tension sur la ressource. Donc, quelque part,
faire le débat de société, et souvent les démarches de prospective servent aussi à ça. Nous, on vient de là, en fait, un prospective et dialogue public, ça vient de là, comprendre le monde, comment il évolue, les défis, pour se préparer et comprendre les toiles de fond de politique publique et d'anticipation, et embarquer les gens dans ces décisions, même si elles ne sont pas encore prises. C'est au moins on comprend la toile de fond. Troisième élément, je regarde ma montre parce que je suis en train de déborder, soutien des initiatives citoyennes. Quelque part, là je vais aller très vite, ça peut passer par le biais d'instances, ça peut passer par le biais de budget participatif ou d'appels. Là, l'idée, c'est de se dire, de toute façon, au niveau des collectivités locales, croire que tout dépend du maire ou du président de la métropole, c'est une connerie monumentale. C'est pas possible. On vous appelle en tant que citoyen à bien trier vos déchets, mais l'entreprise locale qui va faire l'emploi local, elle va dire, moi j'ai une démarche citoyenne, une démarche civique, etc. Donc l'intérêt général ou la réussite des politiques publiques passe aussi par l'implication tout à chacun sur ces sujets d'intérêt ou autres, et la question finalement de la motivation, et reconnaître et avoir un dialogue avec ces gens qui agissent, qui font évoluer l'environnement, il est hyper important pour les élus et pour les fonctionnaires et pour les agents publics. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important. Donc aller chercher ces initiatives-là, les faire contribuer, les écouter, échanger avec elles, c'est hyper important. Et puis, dernier point, effectivement, favoriser l'appartenance. Et là, c'est ce que ça peut creuser un peu le fil sur lequel terminait Antoinette. Là, ici, je vous ai mis le projet de Carré de Soie. Là, c'est la maison du projet. Là, vous avez un quartier que vous connaissez certainement à peu près tous, hein, avec une grosse transformation rapidement. On est passé d'un quartier qui appartenait à une usine, pour faire simple, aux confins de 2 communes, à un point majeur de l'urbanisation lyonnaise. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait comme première démarche il y a plus de 10 ans maintenant? Ça a été une des démarches de c'est quoi l'histoire du quartier? C'est quoi votre histoire? Vous qui êtes habitant ici dans la petite cité Taz, hein, textile et artificiel et du sud-est lyonnais, je crois, je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire, désolé. L'idée, c'est aussi de les amener, de leur dire voilà, venez participer, on vous implique parce que ok, votre territoire, il s'inscrit dans une histoire, vous êtes là, etc., je vous écoute. Et cette question de l'appartenance, elle est hyper importante. Pourquoi est-ce qu'on fait des conseils citoyens? Pourquoi est-ce qu'on essaye d'aller dans les quartiers, de les faire participer? C'est de leur dire, on vous reconnaît la qualité de citoyen. Si j'attends que vous venez uniquement au bureau de vote, si j'attends que vous venez uniquement l'ouvrir pour interpeller les élus, je ne les aurai pas. Donc la question de se mettre dans une posture d'écoute, c'est favoriser aussi la question de la reconnaissance des gens qui sont là, etc., et leur égale considération. Alors j'ai mis le terme de dignité dans mon PowerPoint, mais je reviendrai dessus. Et dernier petit point, ça va faire ma transition. Là, ici, voilà, vous avez peut-être entendu parler dans cette actualité, c'est le RSJ. Voilà, ça c'est la campagne de com sur le revenu de solidarité jeune. Alors pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que là, on commence à toucher les frontières. Ce RSJ, nous, on a accompagné sa mise en place en allant chercher ces jeunes qui étaient potentiellement bénéficiaires, donc on ne les connaît pas. La métropole de Lyon, on a des gens qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, ceux-là on les connaît. Mais le gamin qui a été viré de chez lui à 18 ans, on ne le connaît pas. L'étudiant précaire, on ne le connaît pas dans nos politiques publiques. Donc il est en dehors du scope. Donc il a fallu qu'on aille les chercher pour dire, mais nous on voudrait mettre une aide pour les jeunes qui n'ont pas de revenus, et aller les chercher, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qui est adapté à leurs besoins, comment je travaille, y compris la campagne de com a été faite avec eux. Donc, je n'ai pas un échantillon représentatif. Je n'aurais pas demandé de participer à la décision publique. Je suis allé les chercher. Donc, quelque part, on est un peu sur la frontière un peu de ce qu'on appelle le marketing public, hein, ou l'approche usagée. Comment je réussis par rapport à une cible de population? Sauf qu'en faisant ça, je reconnais aussi la dimension de citoyen, je les implique, je favorise l'inclusion, et j'ai quand même une dimension d'implication citoyenne, puisque je fais appel à leur citoyenneté et à leur dignité. C'est le revenu solidarité jeune, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez encore 2 minutes pour parler de votre deuxième slide. 2 minutes pour parler de ça. C'est horrible, 12 minutes, c'est affreusement court. Pour parler de ça, en fait, on va dire, c'est qui se cache dans les démarches qu'on vous propose. La question un peu prétentieuse, parce qu'en fait, même avec ça, je crois qu'on n'y arrivera pas forcément, comme je viens de l'évoquer, c'est comment est-ce que je peux reconnaître si une démarche implique les citoyens. Parce que le citoyen, je ne sais pas qui c'est, moi. Objectivement, c'est une fiction, le citoyen. C'est comme l'entreprise. Moi, j'ai déjà dit bonjour à Madame Seb, je sais pas. Donc, le citoyen, c'est une fiction. C'est la part de souveraineté, c'est la part de reconnaissance qu'on me doit, c'est la part de droit et de devoir que j'ai et qu'on me reconnaît et qui va devoir s'exprimer par une forme d'exercice, en fait. Et donc, où est-ce que je permets cet exercice de mobiliser ma part de pouvoir qui m'est reconnue et d'autonomie de jugement
et d'entente avec les autres, où je peux effectivement exprimer des points de vue, être entendu, etc. Donc voilà, alors c'est dommage, je ne vais pas avoir le temps de détailler un petit peu, mais il y a des aspects formels, mais du coup, Antoinette l'a déjà pas mal évoqué, l'information sur le fond, et attention aux lignes de crête, hein, la communication, l'information, à partir de quand je sors de, alors j'ai oublié le terme utilisé, je sors de l'information un peu objectivée, sourcée, honnête, où je suis dans les messages de conviction. Là, les frontières peuvent être compliquées. Surtout, nous, parfois, on communique sur les concertations. Donc, il faut qu'on séduise par des messages pour aller sur une concertation. Donc, c'est compliqué comme ligne de crête à gérer techniquement, j'ai envie de dire opérationnellement, quand on s'adresse à vous. Deuxième point, effectivement, on est clair sur l'objet de la discussion. Sur quoi apporte la discussion? Ça, il faut être honnête aussi. Là-dessus, une des tensions qu'on a souvent, c'est que les gens veulent parler d'autre chose, ou alors, quand je dis les gens, c'est parfois des gens qui sont contre le projet, qui déplacent le sujet. Comment je sors du cadre, de quoi je parle, comment je suis clair sur ce que j'attends, qu'est-ce que je vais en faire. Bien sûr, être clair sur les méthodes et les étapes, qu'est-ce qu'on met en place, comment ça va se passer. La question de la publicité. Alors quand je dis des échanges publics, c'est pas forcément uniquement des échanges dans le public, mais tout ce qui est dit fait doit être transparent, accessible. Donc c'est pas une histoire de dire je fais tout en réunion publique. La question c'est je peux rendre public plein de choses. Donc c'est pour ça que pour moi certaines commissions peuvent participer de la participation citoyenne, parce que justement les avis qu'elles produisent sont publics, sont obligatoires, doivent être communiqués. C'est des logiques de transparence. Et puis après du rendu compte. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Être transparent aussi là-dessus. Et du coup, alors, j'ai pas le temps de développer ces lignes de tension, mais c'est dommage. Mais la réalité de la discussion et des finalités, ça va vraiment être ce qui a été commencé d'être esquissé par Antoinette. C'est que on est sur un processus vivant. Si mon dispositif il doit me permettre d'écouter différents points de vue, des diversités de points de vue, il faut que les gens qui rentrent dans le jeu, y compris côté technicien et élus, jouent le jeu de remettre en cause leurs convictions ou pas. C'est-à-dire prendre le risque de la délibération, c'est prendre le risque de dire « Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça ». Et il n'y a pas que des exemples aussi triviaux qu'effectivement la personne qui prend la parole pour dire « Attendez, vous avez oublié ce problème de sécurité ou tel aspect, etc. » Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon je vais être trop long. Mais juste pour terminer, cette question-là, je pense que les questions centrales, effectivement, ça a été dit, ces discussions-là sont des ressorts de légitimité parce que c'est des ressorts de pensée collective. Et dès lors qu'il y a des enfermements dans l'entre-soi, dans le machin, dans la certitude, et qu'on ne permet pas à quelqu'un d'autre de rentrer dans la discussion et de cheminer ou de le faire cheminer, là, effectivement, on est sur du terrain glissant. Et c'est pas ce qui nous permet de faire vivre le citoyen qui, encore une fois, il n'existe pas vraiment tant qu'il ne pratique pas sa citoyenneté. Merci. Merci bien. On a une question intéressante, on va les reprendre ensuite. Des questions. N'hésitez pas à nous adresser des questions par le lien qui s'affiche de temps à autre. Donc, sans transition, on va passer de Lyon à l'observation de la Convention citoyenne. Je vais laisser la parole à Bénédicte pour évoquer justement ce travail de réflexion sur la Convention que Thierry Pièche a conduite. Oui. Donc, mon intervention va porter sur la Convention citoyenne pour le climat, qui a donc débuté fin 2019 et dont le mandat était de rendre des propositions structurantes dans le but de baisser les émissions de GES dans un souci de justice sociale. Et donc, cette convention a rendu son rapport contenant 149 propositions en juin 2020. Donc je vais plus précisément parler de la représentativité descriptive des membres de cette convention et donc présenter quelques aspects de travaux d'un collectif de chercheurs dont je fais partie. Donc le contexte de la mise en place de cette convention climat et des assemblées citoyennes plus généralement, c'est, comme l'a dit Antoinette, la crise des institutions politiques avec une abstention de grande ampleur, par exemple en France, et la mise en œuvre de ces nouveaux dispositifs pour favoriser la participation, comme les assemblées citoyennes, mais aussi différentes critiques adressées à ces assemblées citoyennes. Et donc, dans ce contexte, la question du recrutement des membres de la Convention en particulier est un enjeu assez important. Ce recrutement, il repose en partie sur le tirage au sort,
qui dote en fait ce genre d'assemblée d'une légitimité descriptive, dans le sens où ce genre d'assemblée est censé représenter la France en miniature. En tout cas, le but de la Convention, c'était qu'elle représente la France en miniature. Mais dans un contexte où la participation à ce genre de processus, donc à la Convention, n'est pas obligatoire, mais repose sur le volontariat, le tirage au sort ne va pas suffire à rendre l'Assemblée représentative, puisque certaines personnes vont avoir davantage tendance à accepter de participer que d'autres. Donc, par construction, il peut y avoir un biais de sélection. Et donc, le recrutement des citoyens de cette convention ne s'est pas fait uniquement par tirage au sort, mais par un système mixte avec un tirage au sort et une application de méthode des quotas ou de panélisation pour s'assurer que l'Assemblée, en fin de compte, respecte un certain nombre de critères sociodémographiques. Donc concrètement, il y a un pool de numéros de téléphone, donc comportant 300 000 numéros de téléphone a été constitué, et puis le tirage au sort a été effectué dans ce pool en s'assurant que, au fur et à mesure, les différents critères sociodémographiques étaient remplis. Et les critères qui avaient été retenus étaient des critères assez classiques comme le sexe, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, la région, mais aussi le niveau d'éducation, ce qui peut être plus original, plus nouveau, et aussi une définition particulière du type d'unité urbaine. Donc sur ces différentes caractéristiques sociodémographiques, la représentativité descriptive de la Convention, donc par rapport aux Français, elle est assez bonne, voire très bonne. Il suffit de comparer les caractéristiques de ces citoyens avec les caractéristiques des Français, donc on peut trouver par exemple dans les études de l'INSEE, avec deux petites nuances qui sont qu'il y avait une certaine surreprésentation de citoyens venant de l'Île-de-France et une sous-représentation des non-bacheliers. En fait, ces deux aspects sont liés à la difficulté à recruter certaines catégories de personnes. Donc, dans ma présentation, je vais surtout m'intéresser à la représentativité selon d'autres critères que ces critères-là sociodémographiques qui ont été utilisés dès le départ. Je vais en particulier m'intéresser à la représentativité du point de vue des idées, des attitudes par rapport au climat et par rapport aux valeurs des individus. Et donc, pour établir cette représentativité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les réponses des citoyens de la Convention climat à un certain nombre de questionnaires qu'on leur a fait passer durant les différentes sessions. Et aujourd'hui, j'ai surtout parlé des questionnaires qui ont été administrés en session 1 le premier jour. Donc, c'est-à-dire que c'est au tout début de la Convention. L'idée, c'est d'essayer de minimiser l'influence de la Convention sur les réponses. Évidemment, c'est pas parfait parce que les individus peuvent toujours anticiper qu'ils vont participer à la Convention. Donc, cela peut un peu influencer leur réponse. Mais en tout cas, c'est le mieux que nous, on puisse faire. C'est prendre au début. Donc, d'un côté, ces questionnaires-là, administrés par les chercheurs. De notre côté, une enquête en population générale qui a été réalisée dans le cadre de PSE, où on a interrogé des Français à deux moments distincts, en leur posant des questions similaires à celles qui étaient posées aux citoyens. Et enfin, des données tirées de grandes enquêtes nationales, donc notamment des grandes enquêtes de l'ADEME et du CEVIPOF. Donc voilà, comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est que ces différentes sources de données contiennent des questions identiques. Donc les résultats de la comparaison, donc je vais vous donner quelques résultats précis. Donc d'abord, les citoyens de la Convention, ils savent un peu plus fréquemment que les Français que le réchauffement est d'origine anthropique, c'est-à-dire lié à l'activité humaine. Ensuite, ils pensent un peu plus que les désordres du climat, comme les canicules, les tempêtes, les inondations, sont liés au changement climatique. On ne trouve pas de différence entre les citoyens et la population sur l'évaluation de la sévérité du changement climatique. Pas de différence non plus sur l'idée que les conséquences du changement climatique seront très pénibles. Les citoyens pensent un peu plus souvent que les Français que la France doit prendre de l'avance dans les mesures de lutte contre le changement climatique. Et quand on leur propose un ensemble de politiques très précises, les Français aussi les soutiennent en majorité, mais les citoyens les soutiennent encore un peu plus.
Voilà. Après, sur des questions relatives aux valeurs, un point assez important, c'est qu'on a trouvé que les citoyens de la Convention, en moyenne, avaient plus confiance dans autrui. Donc, quand on leur pose la question, diriez-vous qu'on peut faire confiance à la plupart des gens, ou alors qu'on n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres, donc la confiance en autrui versus la méfiance, on trouve que 48% des citoyens de la Convention disent qu'on peut faire confiance, alors qu'en population générale, selon les enquêtes, c'est entre 35% ou 18% dans 2 enquêtes distinctes. Donc il y a quand même un écart qui est assez marqué. Et cette différence dans la confiance, elle est corroborée par les réponses à une autre question, qui est une question sur la confiance dans la capacité de citoyens tirés au sort à délibérer sur des questions politiques complexes. Donc exactement l'exercice dans lequel ils se trouvent en fait. Et là, dans la Convention climat, les citoyens répondent à 87% qu'ils croient dans cette capacité, alors que dans la population, on est plus autour de 30%. Donc là, l'écart, il est quand même assez marqué. Ensuite, on ne trouve pas de différence dans le niveau de satisfaction dans la vie entre les citoyens et les Français. Les citoyens sont légèrement moins favorables à la redistribution des riches vers les pauvres. Quand on leur pose la question des qualités à encourager chez les enfants, donc on trouve que aussi bien les citoyens que les Français mettent l'accent sur 3 qualités qui sont d'abord la tolérance et le respect des autres, la responsabilité et la détermination et la persévérance. Mais ensuite, quand on regarde plus dans le détail sur d'autres réponses, on trouve que les citoyens vont mettre plus l'accent sur l'imagination, l'indépendance, l'expression personnelle que les Français. Et à contrario, les Français vont mettre plus l'accent sur l'obéissance et l'assiduité au travail. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur les 3 valeurs principales, les 3 valeurs principales sont les mêmes dans les 2 populations, mais ensuite, sur d'autres valeurs, il y a un accent plus ou moins fort sur certaines qualités. Et ensuite, les citoyens accordent un peu plus d'importance à l'action associative et à la protection de l'environnement. Donc, pour reprendre cet ensemble de résultats, en fait, notre conclusion, c'est que globalement, il y a une similarité très forte, au moins assez forte, donc une représentativité des citoyens, des Français, mais ça n'empêche qu'il y a quelques différences, notamment sur la confiance, sur certaines valeurs, sur des politiques climatiques. Bon, j'ai pas présenté l'ensemble des résultats, hein. Il y a aussi d'autres choses sur lesquelles on voit plus de proximité, mais je me suis dit que j'avais pas forcément le temps de tout passer en revue. Et donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que donc cette idée de globalement une grande similarité et des différences sur certains points. Il nous semble évidemment que ces écarts, ils sont sans doute inévitables dans un contexte où la participation est volontaire. Et pour reprendre donc ce que Thierry Pech dit dans son livre et dont il m'a parlé juste avant de commencer, c'est que sans doute certaines de ces caractéristiques sont même tout à fait souhaitables, c'est-à-dire qu'elles peuvent aider à la délibération, et je suis tout à fait d'accord sur ce point. La confiance dans autrui, évidemment que c'est un point qui peut favoriser les discussions et les débats. Un dernier point avant de terminer. Donc là, j'ai parlé de la représentativité, donc en comparant les citoyens aux Français. Ensuite, on s'est aussi intéressé à un autre point lié, qui est l'idée que les Français se font des membres de la Convention. En particulier, s'ils pensent que les citoyens de la Convention sont représentatifs. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont assez pessimistes. C'est-à-dire que parmi les Français, donc on a interrogé dans l'enquête externe dont je parlais, on a seulement 18% des répondants qui pensent qu'elle est représentative, 49% des répondants qui pensent que la Convention n'est pas représentative, et une forte proportion, un peu plus de 30%, qui disent qu'ils ne savent pas trop si elle est représentative ou pas. Bon, ces chiffres-là sont donnés, donc ils sont tirés de l'enquête qu'on a menée en population générale et sur le sous-échantillon des gens qui ont entendu parler de la Convention, c'est-à-dire qu'ils ne concernent pas les gens qui n'ont pas entendu parler de la Convention. Et les 2 raisons principales qui sont données par ces Français
pour expliquer pourquoi il ne croit pas qu'elle est représentative, c'est d'abord qu'il pense qu'elle est plus écologiste dans ses opinions, et ensuite qu'elle est sans doute plus pro-gouvernement. Bon, ce qui ne nous semble pas... voilà. Ouais, cette question-là, elle est posée, dans mon souvenir, elle est posée après la fin de la Convention. Donc tout ça pour dire qu'il y a une représentativité de la Convention par rapport aux Français. Ensuite, une idée que dans la population française, que cette Assemblée ne serait pas représentative, bon, corroborée aussi par une certaine méconnaissance en fait qu'on a relative à la Convention en fait. Et donc en fait ces derniers résultats sur cette méconnaissance et sur cette méfiance vis-à-vis de l'Assemblée laissent vraiment penser que une communication sur la réalité du recrutement serait vraiment bénéfique pour essayer justement de corriger cette idée qui me semble quand même assez fausse. Voilà. Merci beaucoup pour cette synthèse de recherche sur cette convention-là. Notre vieille démocratie est comme un vrai problème de confiance. Enfin, c'est pas nouveau. Mais bien, sans transition, parce que voilà, vous allez pouvoir réagir à cette enquête et nous livrer un peu votre sentiment par rapport à cette expérience de la convention que vous avez présidée. Bonjour. 2 réactions à ce que vient de dire Bénédicte. Un, je crois qu'en effet, il y a des biais de représentation qui doivent être corrigés et qu'il y en a qui sont très utiles. Les biais les plus utiles sont ceux qui consistent à sélectionner les qualités civiques les plus indispensables à la délibération. C'est-à-dire que quand vous vous apprêtez à organiser une délibération, vous vous apprêtez à mettre des gens en situation d'échanger les uns avec les autres, d'objecter, d'approuver, d'argumenter, eh bien, il vaut mieux que ces gens valorisent l'esprit critique, la confiance dans les autres, etc., etc. Donc il y a des qualités civiques que le volontariat sélectionne, qui biaisent en effet la représentativité sur des systèmes de valeurs, mais qui sont bonnes et même indispensables à l'exercice. Le débat sur est-ce qu'il faudrait écraser tous ces biais de représentation, c'est le même débat que sur le vote obligatoire. Si vous voulez éviter ces biais de représentation, eh bien, il faudrait rendre la participation obligatoire, comme elle l'est théoriquement pour les jurys d'assises, par exemple. Aucune des démocraties qui s'est aventurée sur le terrain des délibérations citoyennes participatives n'a créé d'obligation, naturellement. Et je crois que c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas d'obligation pour que justement le volontariat continue à mettre en avant les femmes et les hommes qui ont les plus grandes dispositions civiques à échanger ensemble. C'est ma première réaction. Ma deuxième réaction porte sur la fin de ce que vous avez dit, Bénédicte, et c'est pour ça que je vous faisais dire l'enquête a été faite après. C'est que souvent, les citoyens de la Convention ont été jugés insuffisamment représentatifs du fait des positions écologiques qu'ils ont prises dans leur rapport. Mais il est bien évident qu'au terme de 9 mois de formation et d'échange sur les questions climatiques et écologiques, leur opinion avait changé. Les mêmes chiffres qu'a consolidé Bénédicte pourraient vous apprendre que 78% d'entre eux disent avoir changé d'opinion au cours du processus. Et évidemment, les citoyens extérieurs à la Convention, auxquels on demande de juger de la représentativité de cette Convention, regardent le résultat, ont entendu parler de la limitation à 110 km/h, etc., enfin les choses qui ont été les plus visibles, et se disent « c'est pas possible, nous on ne croit pas ça, ces gens ne nous ressemblent pas, s'ils croient ça, ils sont trop différents de nous ». Mais les gens qu'on appelle à juger de la représentativité des membres de la Convention, précisément, n'ont pas fait cet exercice, n'ont pas passé 9 mois à travailler sur le climat, l'environnement, n'ont pas pris ce qu'ils ont appelé une claque au terme du premier exposé qui leur a été fourni par une paléoclimatologue. Malheureusement, l'ensemble de nos concitoyens n'ont pas passé 1 heure avec Valérie Masson-Delmotte. Alors, je voudrais, c'était mes 2 réactions à l'exposé de Bénédicte, je voudrais insister sur 2 ou 3 points qui me semblent être des limites de ce qu'on a entrepris et des limites dépassables. Sur ces 2 ou 3 points, je proposerai
ce que je crois être une solution pour le futur. Donc je me situe bien dans un état d'esprit qui est celui d'un expérimentateur, d'un praticien comme vous, Pierre, et d'un expérimentateur. Je pense qu'il ne faut pas figer les choses, qu'on a besoin d'expérimenter encore beaucoup dans les années qui viennent avant de se dire qu'on tient la bonne formule. Un petit détour anecdotique et pas si anecdotique que ça avant d'entrer dans la matière. Nous avons constitué avec l'Institut BVA, dans le cadre de la campagne présidentielle qui s'ouvre, une petite communauté citoyenne de 50 personnes avec qui nous allons échanger tous les 15 jours jusqu'au terme de l'élection pour avoir leur retour qualitatif sur ce qui se passe dans cette campagne, sur la façon dont ils analysent les événements, etc. Et donc, on les voyait pour la première fois il y a 15 jours et on leur a dit quelle qualité vous attendez du futur ou de la future présidente. Alors, ils nous ont dit des choses qu'on attendait, le courage, la détermination, l'indépendance, le costume gaulien. Et puis, ils ont ajouté quelque chose qui n'était pas dans le costume gaulien, c'est moins qu'on puisse dire. Ils nous ont dit il faut qu'ils soient à l'écoute de nous, à notre écoute, et qu'ils soient proches de nous. Et d'une certaine manière, m'a dit une citoyenne, cette grande conversation que vous nous proposez d'avoir ensemble, le gouvernement devrait l'avoir avec tous les Français. C'est bizarre, parce que la verticale du gaullisme, c'est pas tout à fait ça. Et néanmoins, ils sont attachés à cette verticale. Il ne faudrait pas imaginer qu'ils formulent un refus d'être gouvernés au motif qu'il faudrait adopter des méthodes plus directes. Non, c'est pas ça. Ils veulent que le système électoral représentatif, dont on a souligné à raison la fatigue, voire l'épuisement, se couple à d'autres formes de gouvernement ou à d'autres relations entre gouvernés et gouvernants. C'est là que la Convention citoyenne et d'autres initiatives ont du sens, le grand débat aussi. Ce qui se recherche, c'est une démocratie représentative ouverte à la participation, à la délibération de tous et à des relations entre gouvernés et gouvernants qui soient d'une autre nature. Pour moi, le fond de tableau, c'est ça. Alors, les trois objets sur lesquels je voulais revenir. D'abord, c'est que la différence que Antoinette a mise en avant entre participation et délibération est très structurante. Si je fais un exercice participatif, en général, j'invite la population qui le souhaite à rejoindre l'enceinte des échanges pour venir exprimer ses opinions. Je ne donne pas à cette population la possibilité de débattre ensemble, de s'informer, d'argumenter. Je lui demande de venir me donner son avis. C'est ce qu'on a fait dans le grand débat, peu ou prou. Il y a eu bien sûr les conférences régionales du grand débat qui avaient un caractère un peu plus délibératif, mais dans l'ensemble, la participation, c'est bien la collecte des opinions telles qu'elles sont, en s'ouvrant au volontariat pur, c'est-à-dire vient qui veut. Et quand vous faites ça, malheureusement, vous rencontrez toujours les mêmes citoyens. Si vous fréquentez les salles polyvalentes de nos municipalités un peu partout en France et que vous allez voir qui vient aux consultations, vous verrez, c'est toujours les mêmes. C'est plutôt des hommes, ils ont plutôt plus de 50 ans, ils sont plutôt diplômés, ils ont le temps et ils ont les moyens. Je caricature à peine. Et vous ne voyez pas tous ceux que vous aimeriez voir. Les non-bacheliers, les familles monoparentales, les étudiants, les chômeurs, etc. C'est la limite de l'exercice participatif qui ne va pas chercher les gens, comme vous l'avez dit, Pierre, vous allez chercher certains de vos administrés pour discuter avec eux parce qu'ils ne viennent pas spontanément. En même temps, la délibération, elle a un gros défaut. Là, tous ensemble, on peut organiser une délibération, on va y arriver, on va se donner quelques jours, bien sûr, mais chacun d'entre vous pourra s'adresser aux autres et chacun d'entre vous pourra interrompre l'orateur pour faire valoir un argument. On arrivera à discuter en face à face. Mais il suffirait qu'on double ou qu'on triple le nombre de gens qui sont dans cette salle pour que l'exercice ne soit plus possible. La délibération en face à face exige des qualités de procédure qui ne peuvent pas excéder le nombre de 200 ou 300 personnes. 150, c'est déjà beaucoup. Ça paraît peu et c'est déjà beaucoup. Donc entre la qualité procédurale de la délibération, qui va permettre à chacun de former de façon plus lucide sa volonté,
C'est ça qu'on cherche dans la délibération. Si je voulais être un peu cuistre, je dirais que c'est l'antithèse des théories du choix social, où on cherche à agréger des volontés supposées déjà là. Ce que font les sondages tous les jours. Je vous donne un exemple qui, moi, m'a fait beaucoup rire. Je ne sais pas si ça vous fera rire aussi, mais on a interrogé les Français sur la question de savoir s'ils pensaient qu'il y avait trop d'islamo-gauchistes à l'université. Merci. La plupart des gens qu'on interrogeait ne savaient pas de quoi on parle. Mais on les supposait détenteurs d'une opinion sur le sujet. Donc la délibération, c'est l'antithèse de ça. On va s'interroger sur le climat, les meilleurs moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais on ne va pas supposer que toute l'Assemblée est au courant sur qui émet des gaz à effet de serre, comment ça se passe et comment on lutte contre. On va travailler ensemble. Et encore une fois, 78% des gens ont changé d'opinion au cours de l'exercice. Le problème, c'est que les qualités de la participation ne peuvent pas s'exporter dans la délibération et l'inverse n'est pas possible non plus. Tous ceux qui vous diront, pour résoudre cette antinomie, il suffit de mettre de la participation dans la délibération ou de la délibération dans la participation, vous raconteront des dispositifs qui ne marchent pas très bien. En tout cas, c'est mon opinion. Je proposerai une solution après, mais je passe au deuxième point sur le contrat qu'on passe avec les citoyens, qu'on mobilise. La première chose pour que les citoyens acceptent de participer à ces exercices et s'y investissent, et dans le cas de la Convention citoyenne pour le climat, je vous assure que l'engagement des femmes et des hommes qui étaient là était impressionnant. Mais pour qu'on atteigne cette qualité d'engagement, il faut bien sûr que chacun soit convaincu que c'est utile, que ce n'est pas du show-off, que ce n'est pas juste une opération de communication. Et la plupart des citoyens de la Convention sont arrivés dans l'exercice avec la conviction que c'était sans doute pas très utile. Le Premier ministre est venu leur répéter le contrat qu'avait passé avec eux le Président de la République, et le contrat disait « ce que vous allez faire ensemble, je m'y engage », c'était les termes, sera transmis sans filtre, soit au gouvernement pour application réglementaire en cas de réglementation, soit au Parlement en matière législative, soit encore, toujours en matière législative, au peuple français par voie référendaire. C'était ça le contrat. À partir de là, les citoyens ont été saisis par la gravité, l'importance de ce qu'ils avaient à faire. Et la question qu'ils se sont posées n'était plus « est-ce que c'est utile ?», c'était « est-ce qu'on en est capable ?» C'était la question de la responsabilité. Ils éprouvaient soudain le stress qui est la vie commune et ordinaire de tous les décideurs publics. Ils entraient dans la cuisine, comme aurait dit Truman, et il fait chaud dans la cuisine. Ce contrat, malheureusement, à mon sens, ce n'est pas le bon. Parce qu'une démocratie, précisément, c'est jamais sans filtre. C'est un jeu de filtres. Pour vérifier la conventionnalité des propositions, pour vérifier leur constitutionnalité, pour vérifier leur faisabilité technique. Nos démocraties sont faites de filtres. Si demain, un homme ou une femme prenait le pouvoir en disant « je vais gouverner sans filtre », on pourrait y voir une définition de l'autocratie. Et probablement, on ne l'accepterait pas. Probablement, on demanderait à ce que les contre-pouvoirs s'exercent. Bon. Donc je pense que ça n'est pas le bon contrat. Et de fait, ce contrat n'a pas pu être appliqué. Quand les propositions de la Convention ont été faites, elles ont été remises au Président de la République et le paquet n'a pas été transmis au Parlement ou au peuple français, il a été examiné par toute une série de réunions. Voilà. Bon. Là encore, je proposerai autre chose à la fin. Et je termine juste par un troisième petit objet. Une société, ce n'est pas simplement une addition de citoyens. C'est aussi tous les corps intermédiaires de la société civile. On peut redouter qu'en multipliant ce type d'exercice, on mette de côté les entreprises, les salariés, les syndicats, les territoires, et qu'on dise désormais, de façon très jacobine, ce sont les citoyens qui décident au niveau national. Et je crois qu'on commettrait une erreur. Je crois qu'en même temps qu'on parle avec les citoyens et qu'on les fait délibérer, il faut parler avec les territoires, les entreprises, etc. Je viens de publier avec Pascal Canfin un assez long papier en faveur d'une transition écologique plus négociée, où justement nous faisons des propositions pour qu'il
ce qu'on fait avec les citoyens, on le fasse en même temps avec les acteurs de la société civile organisée. Alors comment on peut résoudre ces 3 difficultés ? Je propose dans le livre que vous avez eu la gentillesse, dont vous avez eu la gentillesse de faire la publicité, en gros une solution qui consisterait à faire le grand débat et la convention sur le même sujet, à avoir un moment de participation et un moment de délibération avant que les propositions ne soient soumises aux décideurs publics. Ça me semble important pour profiter du meilleur des 2 mondes. Le meilleur de la participation, que chaque Français puisse s'exprimer, qu'on ait la masse des opinions, des attentes, etc. Et le meilleur de la délibération, c'est-à-dire qu'on ait la qualité procédurale des échanges et des propositions qui peuvent en résulter. Et en même temps qu'on aurait une délibération citoyenne, on pourrait très bien organiser une délibération des acteurs de la société civile concernés. Mais pour que tout ça marche, il faut un autre contrat. Et je crois que le contrat que les pouvoirs publics pourraient passer avec les participants à ce processus, c'est de dire clairement aux Français, nous avons un problème. Nous avons un grave problème et il faut que je prenne une initiative pour le résoudre. Je dis n'importe quoi, l'artificialisation des sols, la bétonisation, l'étalement urbain, etc. C'est un grave problème. Et c'est un grave problème sur lequel il existe dans la société française de nombreux dilemmes. Donc il faut que je résolve ce problème. Ce que je vous demande, c'est d'éclairer ma décision. Et donc je vous le demande par la voie de la participation, par la voie de la délibération, et au terme de ce processus, vous allez me remettre des propositions. L'engagement que je prends à votre égard, c'est que si jamais je n'adopte pas ces propositions, je me fais fort d'en proposer d'autres d'envergure équivalente. Mais en tout cas, il n'y a aucun scénario dans lequel j'arriverai à la conclusion, parce que vos propositions ne me conviennent pas, que je pourrais m'arrêter là et laisser en l'état le problème que j'ai promis de résoudre. Je pense que si on avait fait ça dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, un certain nombre de mesures qui ont été rejetées auraient dû se voir substituer des propositions d'envergure équivalente de façon à ce que, en effet, on réduise nos émissions de gaz à effet de serre dans les proportions qui étaient prévues dans les termes de l'accord de Paris, c'est-à-dire au moins 40% d'ici 2030. Depuis, on est passé au Fit for 55, comme on dit en bon français, et donc l'effort devrait être plus soutenu encore. Voilà, j'étais un peu long, je m'en excuse, mais voilà les points que je voulais verser à notre réflexion collective. Merci beaucoup. Donc, vous voulez réagir? Est-ce que vous voulez réagir aux propos de Thierry Pech? On va peut-être commencer à prendre les questions qui nous sont parvenues. Alors, il y a une première question. Je vais vous la lire en intégralité. Je suis jeune conseiller municipal. On voulait instaurer une démocratie participative dans la commune, mais les citoyens ne nous croyaient pas et disaient « Encore des mensonges, vous êtes tous les mêmes. Comment pouvons-nous enclencher la transition quand on fait de la politique pour renouer avec la confiance ?» Qui a envie de répondre à cette question sur la confiance que vous avez déjà éclairée? Pierre Rousset, vous avez ces soucis ou pas? On vous dit que vous êtes finalement... Oui, est-ce que vous pouvez répéter la fin de la question, s'il vous plaît? Oui. Je suis pas sûr d'avoir compris. Comment pouvons-nous enclencher la transition quand on fait de la politique pour renouer avec la confiance? Est-ce que vous avez véritablement... cette question apparaît dans tous les débats que vous organisez, dans tous les échanges avec les populations? C'est compliqué. En fait, moi, ce que je retiens, alors je vais faire un détour, en fait. La question que j'ai pas eu le temps de développer, mais que vous avez magistralement développée, c'est effectivement la question que, enfin, pour moi, quand on rentre dans une logique de participation citoyenne, à partir du moment où on vient pour exprimer, pour écouter, pour prendre le risque de changer d'avis, ce que je positionnais un peu comme un élément clé, que ce soit du côté des élus et du côté des participants, si on envisage effectivement la question d'une forme de contrat réciproque, d'engagement, de respect, d'écoute mutuelle, de prise en compte, de cheminement, d'accepter de cheminer avec quelqu'un d'autre, comment vous garantissez ça, en fait? Et c'est là-dessus qu'il y a des attentes de garantie. Donc c'est là-dessus qu'il faut être transparent. C'est là-dessus qu'il faut être transparent, effectivement, sur les filtres, qu'il faut prévenir des impossibilités. Parfois, nous, un biais qu'on a souvent, parce qu'on est une espèce de machine technocratique, ce qui ne sera pas forcément le cas d'une commune plus petite, encore que, ce sera de mettre en avant toutes les contraintes. Moi, souvent avec mes collègues, donc là je vais parler à l'élu municipal, si vous demandez à un fonctionnaire comme je suis, hein, et comme j'ai commencé par faire, hein, je tiens à le dire, j'ai été dans ce rôle-là.
de se dire, écoute, voilà, je voudrais qu'on discute de, ah oui, mais il y a telle loi, mais il y a tel machin, etc. Je fais un système de contraintes tel que du coup, je ferme au dialogue. Inversement, si j'arrive et je dis c'est open bar, je me mets aussi en faute. Donc la question de la confiance, elle est vraiment dans comment je vais au bout des process de construction collective, d'une opinion, d'un avis, etc. Et c'est des exercices qui ne se règlent pas en amont, qui se règlent par la pratique, par une forme de sincérité et d'honnêteté. Et moi, je trouve que les démarches qu'on a le plus réussies, c'est celles justement, et là, ce qu'on essaye de développer, alors le problème, c'est que ça nécessite des moyens de malade mental, parce qu'on jongle avec différents outils. Je pourrais vous reprendre un exemple, mais je ne vais pas être trop long. Mais ce dialogue entre différents types de scènes, différents types d'outils, comment je vais, là, en ce moment sur la ZFE, on a un jury citoyen, et en même temps, on a une concertation en ligne, et en même temps, on va sur le terrain, au-devant des gens, discuter avec eux, et on capitalise tout ça, et on va faire construire ça, et les choses vont essayer de se répondre. Donc c'est cette gymnastique-là qui est assez fine, assez subtile à mettre en place. Donc je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est vraiment cette question de comment je construis un cheminement et comment je suis assez transparent sur ce qu'on peut faire, et y compris être transparent sur les points de désaccord et les points de blocage. On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors après, ça c'est aussi des questions de culture politique. Nous, on a beaucoup travaillé avec l'Office de consultation publique de Montréal. Au niveau de Montréal, ils cherchent un consensus. La participation, l'implication, elle sert, enfin les démarches de consultation publique, comme ils disent là-bas, sert à faire un consensus et à faire un contrat, à négocier quelque chose. Nous, on est encore dans la bagarre du village d'Astérix. Vous évoquez les questions de transparence. Il y a une question qui porte sur l'articulation avec les médias locaux. Comment les médias locaux peuvent impliquer davantage les citoyens dans les débats publics. La place des médias, c'est une question aussi peut-être que vous pourriez aborder. J'ai un exemple très concret. Non, ça plaît à personne, cette question sur les médias? Et les médias nationaux, alors, si vous voulez. on peut élargir la question sur la place des médias, comme c'est une vraie question. Ça. Écoutez, je vais vous dire, cache mon avis, les médias sont très mauvais. Merci. Mais quand je dis très mauvais, je suis encore en dessous de la vérité de ce que je pense. Pourtant, je ne voudrais pas les accabler parce qu'ils jouent un rôle majeur. Mais vous voyez, la Convention citoyenne a abouti à une loi climat et résilience qui comporte un grand nombre d'articles. J'écoutais la radio le jour où cette loi a été adoptée et j'ai entendu un journaliste sur une chaîne de grande écoute passer 1 minute 30 à dire voilà, bon, c'est une loi qui va interdire les vols en avion quand il existe une alternative train de 2h30. Et pour le reste, les commentaires politiques. Ah, alors, monsieur Machin, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ça va pas du tout. Et monsieur Machin, qu'est-ce que vous en pensez? Le gouvernement a fait un bon travail. Voilà, je veux dire, en gros, ce qui se passe. Ça, c'est sur la Convention. Prenons un autre exemple. La PAC. Négociation à 400 milliards d'euros, la PAC. Importante pour la France, la PAC. Pour notre agriculture. Bon. Pour la transition agroécologique. Dépêche de l'AFP au terme de la négociation. Je cite. À l'étranger, virgule, à Strasbourg. C'est quand même très fort. À l'étranger, virgule, à Strasbourg, la négociation sur la politique agricole commune a enfin été conclue, etc. Petit paragraphe. Passons aux choses suivantes. Il y a aujourd'hui, à Bruxelles, moins de journalistes français qu'en a à elle seule la chaîne allemande ARD. BFM n'a aucun correspondant à Bruxelles. CNews non plus. Vous savez, les chaînes qui organisent du théâtre de rue, là, avec les candidats nationalistes, le théâtre de rue à Bruxelles, ça ne les intéresse pas. Je vous donne ces exemples pour vous dire, c'est un des grands problèmes de notre vie démocratique. Les médias font pas très bien leur travail sur les sujets qui nous occupent, au moment où il faudrait qu'ils le fassent parfaitement, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a les fake news, parce qu'il y a tout ça. Donc voilà mon point de vue un peu tranché sur la question. Pierre, vous vouliez intervenir brièvement?
Oui, brièvement, parce que nous, souvent, on fait des conférences de presse ou des trucs, bon, ça marche pas. Un exemple ce matin, Lyon Mag fait un petit entrefilet, parce qu'on a sorti dans le dernier bulletin métropolitain, donc la gazette de la métropole, qui donne l'information institutionnelle. Donc on a annoncé le panel citoyen. Donc un entrefilet ce matin dans Lyon Mag, qui dit en substance, il y a une grande concertation, ils rajoutent un jury citoyen, ils sont que 15, ok, ça représente qui, ça représente quoi, c'est nul. Et puis avec un ton très goguenard, très machin. Ben voilà, donc moi la question c'est, il y a des journalistes qui parfois viennent, regardent un côté très superficiel des choses et rentrent pas dans le besoin de complexité. Et moi, c'est un peu ce que je trouve un peu triste, c'est ce côté pas scoltiner la complexité comme on essaie de le poser ici, quoi, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on en a 15 ? On en a recruté 30. Effectivement, qu'on a voulu avoir une diversité, on en a 15 qui se sont défilés. Et ça revient à votre question de la... Je ne peux pas les obliger, sinon, effectivement, la meilleure méthode pour avoir du monde, c'est la mitraillette dans le dos, ça s'appelle la Corée du Nord. Alors, une question sur la France et l'Europe, finalement. Est-ce que cette problématique qu'on traite est identique dans les autres pays d'Europe ou est-ce qu'il y a une spécificité française ? Je crois que vous avez abordé cette question dans votre livre, Thierry Pech. Sur la France et l'Europe, est-ce que finalement nos pratiques, ces pratiques de nouvelles formes démocratiques, se retrouvent aussi dans d'autres pays d'Europe ? Ah oui. D'abord, pour ce qui est, alors, je laisse de côté les exercices participatifs dont Antoinette pourra parler si elle le souhaite. Je parle principalement des exercices délibératifs comme celui de la Convention citoyenne pour le climat. Elle a été précédée de plusieurs expériences ailleurs dans le monde, notamment en Europe, mais pas seulement. Colombie-Britannique, Islande. Bon, Islande, ça doit être l'Europe. Irlande, bien sûr, les conventions irlandaises ont été un modèle explicite pour nous, même si elles se situaient dans un autre contexte et avec un autre mandat. Et puis, après la convention française climat, il y a eu des imitations et des améliorations d'ailleurs sur certains points, à Birmingham en Angleterre, à Édimbourg en Écosse, à Madrid en Espagne, et il y a encore d'autres... Donc, ce qu'on peut conclure de ça, c'est qu'il n'y a pas qu'en France qu'on éprouve le besoin de compléter le système électoral représentatif par de nouveaux instruments pour paver le chemin d'une action publique plus consensuelle ou ayant une plus grande assise dans la population. Parce qu'au fond, ce qui rend ces exercices particulièrement utiles aujourd'hui, c'est qu'on est confronté à des transitions qui implique beaucoup plus qu'une inflexion de quelques degrés de nos politiques publiques, qui implique une modification, en réalité, de nos modèles de développement et de nos façons de vivre ensemble. Et c'est pour ça que le système électoral représentatif peine à construire seul la base d'accord sur laquelle on pourrait s'appuyer pour changer les choses. Voilà, je pense que c'est ça le ressort. Donc oui, ça se développe. Il y a eu un rapport de l'OCDE qui parle même d'une vague délibérative. Bon, voir, parce que quand on regarde le détail, la qualité des choses est très très variable. Mais oui, il y a un phénomène européen au moins. Antoinette, vous vouliez intervenir sur ce point? Non, pas particulièrement. Alors, une autre question, comment articuler démocratie participative et démocratie représentative? Ça intéresse quelqu'un? Une fois, deux fois, trois fois? Toujours quelque chose à dire. Non, juste un truc par rapport à ça. Moi, un de mes fantasmes depuis 10 ans maintenant à la métropole, c'est qu'un jour on fasse une réunion publique où les élus soient dans la salle. Ça peut paraître très con comme ça, mais je veux dire, le besoin du dialogue, il passe aussi par une interpellation sur l'égalité, ce qui a été évoqué. Et je pense qu'il y a des temps dans lesquels, effectivement, la mise en scène d'une égalité dans la discussion pourrait être intéressante. Un moment où je pose ma casquette d'élu, donc éminente, puissance invitante sur la scène qui discute, qui défend le projet, ce qui est un peu le format classique de nos réunions publiques, pour se dire, tiens, je reste assis dans la salle, j'écoute, etc. Ça, c'est des choses que je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais je pense que ça passe aussi par des aspects purement formels, en fait. D'accord. Une autre, vous voulez prendre la parole? Si vous le désirez. Allez-y, Antoinette.
Je pense aussi qu'il faut si on réfléchit à la mise en place de nouvelles décisions, elles vont être prises par des élus, elles vont être prises par des services des collectivités locales, des pouvoirs publics. Et donc c'est en fait l'articulation entre ces trois types de pouvoirs qu'il va falloir maintenant réinventer. Et donc, c'est pas simplement les élus qui doivent être dans la salle, c'est peut-être aussi les personnes qui vont mettre en place ces différentes décisions et qui peut-être vont nous apprendre que ce que l'on avait imaginé allait être plus difficile à mettre en œuvre que prévu. Et c'est important que les citoyens comme les élus l'entendent au même moment. Et donc, c'est plutôt l'articulation entre ces trois types de démocratie qu'il faut penser. Oui, entre les élus, les citoyens et les services qui seront amenés à mettre en œuvre. Juste sans abuser, ce débat est très français. En Grande-Bretagne ou en Irlande, dans des régimes parlementaires, il ne vient à l'idée de personne que la démocratie délibérative ou participative menacerait le régime représentatif. C'est parce que le Parlement est très affaibli dans nos institutions qu'on a cette réaction. Et d'ailleurs, je propose pour ma part qu'on tente l'expérience de ces dispositifs délibératifs dans le sein même du Parlement, avec les élus, pour bien montrer que ce n'est pas, une mauvaise façon qui leur serait faite ou une initiative hostile. Oui. Il y avait une question d'ailleurs qui apparaissait là-bas. Pourquoi des personnes tirées au sort seraient-elles plus légitimes que des parlementaires élus ? Je crois qu'on a déjà répondu en partie à cette question, du moins elle a été reposée. Et une autre question par rapport à l'école, au fond. Est-ce que l'école ne pourrait pas aussi participer d'un apprentissage collectif de la délibération ? L'école française. Je peux répondre si vous voulez. Mais oui, vous pouvez répondre. Ma réponse est oui. Je crois qu'on n'a pas la même façon d'apprendre et d'apprendre l'esprit civique en France et dans d'autres pays. Il y a des pays comme en Allemagne où on apprend à s'évaluer les uns les autres, à entendre la critique de l'autre sans considérer qu'il s'agit d'une remise en cause personnelle. Et si on veut prendre l'habitude d'entendre les raisons des autres et de les intégrer progressivement, ça peut être fait très tôt. C'est donc une façon assez différente de concevoir la relation avec les autres élèves et avec ses enseignants. D'accord. Donc il y a un certain chemin une voie de progression pour l'école. Il y a une autre question alors, qui portait sur les 150 citoyens, en disant que ces 150 citoyens, quand ils participent des commissions, ils travaillent, et finalement ils deviennent des experts. Est-ce qu'ils sont encore représentatifs de la population globale ? C'est une question plutôt pour vous deux. Oui, mais c'est une question assez compliquée, parce qu'évidemment étant donné qu'ils reçoivent beaucoup d'informations et de l'information qu'on pourrait juger de très bonne qualité, effectivement, on a observé que oui, un certain nombre changeaient d'avis. On a pu faire des statistiques sur les évolutions. Et oui, on a vu des changements et qui sont liés à cette nouvelle information et aussi à la délibération, au fait d'être donc face à des arguments contraires et donc à pouvoir affiner les points de vue. Oui. Moi, il me semble que le citoyen, dans mes lignes de crête là, de tension, nous, c'est la question du sondage par rapport au questionnaire. Là, pour la ZFE, on a fait des focus group, on a eu des sondages sur des échantillons représentatifs du territoire. Et vous, si c'est là, vous feriez quoi ? Mais ça, c'est des éléments qui nous permettent de prendre une photo à un instant T. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre du panel citoyen, par exemple, ou dans le cadre après de la concertation, c'est dire, voilà un petit peu ce qui se dit, voilà les enjeux. Donc, mettre le résultat de cette enquête-là sur des échantillons représentatifs dans la discussion avec les gens qui s'impliquent dans la discussion. Donc cette question-là, elle est penser que, j'ai envie de dire, quand je réponds à un sondage ou quand je participe à un focus group, c'est-à-dire quelque chose qui est fermé, qui est vraiment lié sur une cible précise de quelqu'un qui va tester une offre de service, etc., et repositionner un avis, une opinion dans le questionnement d'une trajectoire, c'est pas du tout le même exercice. Donc penser qu'un citoyen, il sort tout armé de la cuisse de Jupiter, non, le citoyen, il est incompétent, comme l'élu d'ailleurs au départ, et c'est tant mieux. Non, mais les citoyens ne deviennent pas des experts. Ils deviennent plus informés que la moyenne de leurs concitoyens. Et ils ont écouté des experts. Mais ce qui leur est demandé, c'est pas de devenir des experts, et ils ne le deviennent pas. Ce qui leur est demandé,
c'est de réunir les informations techniques, scientifiques nécessaires pour choisir entre plusieurs options. Cette question, elle pose la question difficile mais centrale de la relation entre le savant et le politique, entre le champ du savant, le champ de la science et le champ du politique. Il y a une célèbre conférence de Max Weber sur le sujet, que je vous invite à lire ou à relire, parce qu'il y pointe précisément cette frontière. Le savant peut vous dire ce qui est possible techniquement, ce que vous pouvez attendre d'un choix technologique. Prenons les questions relatives au nucléaire, par exemple. Bon. Vous allez écouter les experts, ils vont vous dire la solution EPR, c'est tant de mégawatts, bon, mais ça présente tel risque. Bon. Ils vont vous donner les éléments. Mais après, le choix politique, le choix qui porte sur la vie bonne, sur ce qu'on désire faire ensemble. Est-ce qu'on veut plus de renouvelables, moins de nucléaire, plus de ceci, moins de cela? Ce n'est pas les savants qui peuvent le trancher. Les savants n'ont aucune compétence pour nous renseigner sur le monde que nous voulons construire. Ils peuvent juste se mettre à notre service, nous, citoyens, pour nous dire ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et donc, et là, quand on passe aux politiques, on passe dans ce que Max Weber appelle la guerre des dieux, le pluralisme, le polythéisme des valeurs. Il dit voilà, il y a des valeurs, des systèmes de valeurs qui sont très différentes entre les gens, selon qu'ils sont croyants ou pas, selon qu'ils sont riches ou pauvres, etc. Et on va devoir trancher entre des grandeurs incommensurables. Et c'est ça qui est demandé aux citoyens dans les conventions délibératives. Par exemple, arbitrer entre l'ambition climatique et la justice sociale. Parce que ce n'est pas toujours aligné. Et ça, c'est une question politique, ce n'est pas une question d'expertise, ce n'est pas une question scientifique. Bien évidemment qu'aucune de ces conventions ne fera de découverte scientifique. Bien évidemment qu'elles ne proposeront jamais une nouvelle solution technique qu'on n'aurait pas trouvée avant. Ce qu'on attend d'elles, ce n'est pas ça. Ce qu'on attend d'elles, c'est des arbitrages de nature politique. Ce n'est pas du tout la même chose. Antoine Beaujard, vous voulez réagir aussi à cette question? Oui, je crois que les citoyens, quand ils arrivent dans l'Assemblée délibérative, ils arrivent surtout avec ce qu'ils sont. Ils sont des mamans, des frères, des sœurs, ils ont un travail, ils habitent en milieu rural, ils habitent en milieu urbain, ils ont des voisins, ils ont des attachements, des sentiments, des émotions et des connaissances partielles de la situation dans laquelle ils sont et des meilleures solutions pour les résoudre. Et je crois qu'ils viennent avec leur valise personnelle, avec leurs émotions, et c'est celle-là qu'on a envie de prendre en compte. Et si on leur donne des informations supplémentaires qui viennent des experts, de façon autonome, ils vont les intégrer ou ils vont décider de ne pas les intégrer, ça ne fait pas d'eux des experts, ça fait d'eux des citoyens éclairés qui peuvent décider de façon plus autonome qu'ils l'étaient au départ. Et surtout, ils n'ont pas simplement entendu les experts, mais ils ont entendu les autres citoyens réagir avec leurs propres valises personnelles et leurs propres émotions et leur propre vie, leur petit bout de vie, pour se dire, pour mon voisin que je ne connaissais pas, dont je ne connaissais pas la vie, ça doit être difficile et je vais prendre garde à ne pas prendre une décision trop radicale ou justement je vais devoir prendre une décision très radicale pour éviter que ne se passe le pire. Et ils ne deviennent pas des experts, ils deviennent des personnes qui vont être beaucoup plus politiques qu'ils ne l'étaient avant. Donc la grande distinction qu'il y a avec la démocratie électorale où les citoyens finalement n'ont pas toutes ces questions à se poser, la grande différence avec la participation où on prend des préférences sur la base d'informations données en faisant une photo de la situation. Dans la délibération, on permet cette évolution, on permet la formation des opinions, mais surtout cet éclairage, cette lumière sur les opinions. Et je crois qu'ils restent avec la valise de leur vie personnelle, et c'est celle-là qui les rend fondamentalement normatives, politiques, importantes, et c'est celle-là que je souhaiterais pouvoir écouter. Merci. Une dernière question, parce que le temps est presque écoulé. Thierry Pech, une question qui s'adresse à Thierry Pech. Vous avez publié récemment « Gouverner la transition écologique ». Comment l'urgence de la question environnementale modifie-t-elle l'enjeu de l'implication citoyenne? La question précise, plus de consultations égale plus de temps qu'on n'a pas forcément.
Et il nous reste 2 minutes 30. Oui, ouais. maximum. Je pense que le champ de la transition climatique et plus largement le champ de la transition écologique va nécessiter beaucoup plus de discussions, de délibération entre les citoyens. Parce qu'on va devoir faire trancher des dilemmes. Je donnais tout à l'heure l'exemple de l'artificialisation des sols. La plupart des citoyens de la Convention, je parle sous le contrôle de Bénédicte parce que c'est elle qui a réuni les données, alors elle se souviendra peut-être mieux que moi, mais quand on leur demandait qu'est-ce que vous pensez de l'étalement urbain, très majoritairement ils nous disaient c'est pas bien. Mais ensuite, quand on leur demandait s'ils seraient prêts à aller habiter dans une zone dense, ils nous disaient non, surtout pas. Des dilemmes comme ça, il y en a plein sur le chemin de la transition écologique et climatique. Et je crois qu'il faut les expliciter, il faut les rapporter aux valeurs sous-jacentes et trouver un chemin commun. Et ça ne va pas être simple, je vous assure. Donc plus on... Souvent, vous savez, on me dit, parce que moi je suis un vieux social-démocrate dans la méthode, c'est bien tes trucs, là, on discute, mais on va perdre du temps, quoi. C'est trop lent tout ça. Et je réponds, non, on va en gagner. Et je donne l'exemple des Pays-Bas, qui est cité dans le travail auquel fait allusion la question, l'exemple des climate tables aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ils ont adopté l'objectif de neutralité carbone en 2050 comme nous, mais contrairement à nous, la réaction des pouvoirs publics a été de dire comment on va faire, ben ça on ne sait pas, c'est vous qui allez nous le dire. Et vous, c'est ceux qui vont se réunir autour de la table, les territoires, les entreprises, les salariés, les ONG. Vous allez vous réunir, vous allez voir sur quoi vous êtes capable de vous mettre d'accord, et puis vous allez nous dire sur quoi vous vous êtes mis d'accord. C'est plus long comme méthode, c'est vrai. Mais aujourd'hui, par exemple, les bornes de recharge électrique, de voitures électriques, qui est un des enjeux de la transition climatique, 1/3 de celles qui sont installées en Europe le sont aux Pays-Bas. Est-ce qu'ils sont vraiment allés moins vite que nous? Non. Est-ce qu'ils ont plus discuté? Oui. Est-ce qu'ils ont gagné du temps? Je le crois. Merci beaucoup. Donc le temps est écoulé. Je vous propose quand même, pour éviter les frustrations, de vous donner chacun 1 minute, si vous voulez, pour conclure cette table ronde. Vous commencez, Antoinette? Alors, si on fait une photo de la société française aujourd'hui, je crois qu'on va voir une société assez polarisée. On va voir des populations qui ne se parlent plus du tout, qui ne se comprennent plus forcément, en tout cas des bouts de population qui ne se comprennent plus ou qui se voient uniquement dans les rodéos urbains, du haut de l'étage et du bas. Et ça peut nous inquiéter. Et c'est une part de ce qui peut nous inquiéter pour l'avenir. Donc il y a on est dans les GECO qui souhaitent parler d'utopie. Si on souhaite prendre ce problème à bras-le-corps, la démocratie électorale stricte ne sera pas suffisante pour faire face à l'ampleur de ce changement-là. Donc c'est le moment de réfléchir à autre chose, à impliquer le citoyen, mais surtout à remettre de la politique pour remettre du lien, pour remettre de l'envie de travailler ensemble et d'être ensemble. Ça n'a rien d'évident a priori, donc c'est ce qu'on peut espérer avec ce genre de discussion. Voilà, c'est le vouloir vivre ensemble de Renan. Pierre, vous avez 1 minute pour la métropole. En fait, le principal, enfin, pour moi, vraiment l'enjeu, c'est comment on amène à appréhender une forme de complexité, en fait. C'est-à-dire que entre certains discours hyper simplistes, les phénomènes d'entre-soi sur les réseaux sociaux, etc., espèce d'utopie, enfin pas d'utopie, pas d'utopie, pardon, le côté négatif d'espèce d'enfermement dans des croyances simples, parce que ça permet de sécuriser soi-même. Je pense que c'est ça les facteurs de recul, en fait. Donc pour moi, la question de l'application citoyenne, c'est comment je vais chercher de l'intelligence, comment je vais cheminer avec d'autres personnes, comment je vais accepter une part d'ignorance et de ne pas être omniscient,
Comment je vais accepter de ne pas être dupe non plus? Et je ne sais pas, c'est pour ça que les GECO, c'est des temps importants comme tant d'autres. C'est pour ça qu'on a besoin d'idées, c'est pour ça qu'on a besoin de débats, qu'on a besoin de... Enfin, nous, on publie pas mal ce qu'on fait, mais c'est pas uniquement pour dire, voilà, on a fait un truc, notre commande initiale dans la prospective, c'est aussi de dire, ben voilà, on fait des analyses sur des évolutions pour éclairer l'action publique de la métropole. Ça doit être sur la place publique. Alors, c'est très modeste, c'est très comme ça, mais voilà, quoi. Je veux dire, moi, j'ai envie de faire un gros appel à une forme de culture, quoi, en fait. Et voilà. Merci. Bénédicte? Oui, donc moi, pour conclure, je voudrais dire que dans ce contexte dont parlait Antoinette, où quand même qui peut comment dire, conduire à un certain pessimisme, en fait, quand on voit, donc de mon point de vue, quand même une assez grande incapacité du politique à prendre en compte tous les enjeux environnementaux, climatique. Je trouve que justement, en tant que, de mon point de vue personnel, donc assister à cette assemblée citoyenne, voir le degré d'implication de ces citoyens, voir aussi la confiance qu'ils ont dans autrui, la tenue des débats, le fait qu'ils travaillent énormément en dehors de la Convention, tout ça, je trouve que ce sont des choses qui, en fait, poussent à l'optimisme et qui me font vraiment penser que donc, le développement de ce genre de processus est vraiment porteur. Vive l'optimisme. Thierry Pêche. 2 points pour finir. D'une part, il ne faut jamais désespérer Billancourt. Les gens qui ont participé à tout ça ont obtenu des résultats. Ils sont peut-être pas suffisants, mais ils sont substantiels et ils sont en tout cas très supérieurs à ce qu'avaient obtenu, à l'exception des conventions irlandaises, toutes les autres conventions qui nous avaient précédés. Donc, voilà. Il faut que chacun puisse être fier de ce qu'il a fait aussi. Deuxièmement, moi je forme le vœu simple que la plupart de mes concitoyens aient une fois l'occasion dans leur vie, comme disait Montesquieu, de servir leur patrie et d'éprouver l'émotion qu'ont éprouvé les conventionnels que j'ai vus au travail. Vous disiez la citoyenneté est une fiction jusqu'au jour où on l'exerce. On l'exerce dans l'isoloir, et là on mesure qu'elle existe. On peut l'exercer de différentes façons, et on peut l'exercer de façon délibérative, et c'est une émotion. C'est une émotion parce que ce qui se réalise à ce moment-là, c'est que les grands mots, l'égalité, tout ça, ça existe. Voilà. Merci à tous, merci à la salle pour vos questions. Merci aux intervenants. Et vous pourrez retrouver, évidemment, vous pourrez revoir ce débat en replay si vous en avez l'envie. Bonne journée à tous.